Bonjour à tous et bienvenue dans le 6e épisode de mon podcast En Lien. J'avais pas prévu d'enregistrer cette semaine, on est en pleine vacances scolaires, c'est les vacances de la Toussaint. Il est presque 18h, j'ai eu toute la journée, la maison est encore pleine d'enfants, mais j'ai eu les cousins des enfants, mes sœurs qui sont venues, c'était une journée très familiale, très festive, très retrouvaille, voilà, c'était hyper chouette. Et je m'étais dit tant pis, je vais pas enregistrer d'épisode pour cette semaine, et puis il y en aura un après les vacances scolaires, parce que voilà, difficile à caser dans mon emploi du temps. Et là, à l'instant où je vous parle, je sais même pas vraiment si je vais sortir l'épisode en question, parce que, pour vous dire la vérité, je suis un peu en panne d'inspiration. Alors, j'ai plein de sujets en tête, mais je me dis qu'il faudrait que je les développe de manière quand même assez poussée, que j'ai un plan, etc. Et là, en fait, je me suis dit, voilà, j'ai l'élan. J'ai eu la journée avec les enfants, mais j'ai l'élan, là, tout de suite, à 18h d'enregistrer. Donc, je m'y mets et je vais voir ce qui sort spontanément. Et si c'est audible, ben, vous l'entendrez. Ce qui me vient, là, j'ai mis pause, en fait, sur l'enregistrement. Et ce qui me vient, je sais pas, c'est peut-être vous parler un peu de mon histoire. Je sais que j'avais fait un petit sondage sur Insta il y a quelques semaines et certains d'entre vous semblaient intéressés par comprendre un peu mon parcours, parce que je me présente comme une ancienne maman autoritaire, entre guillemets, dans le sens où moi j'étais la maman qui avait pas le temps. Alors, in love de ses enfants, très maternante, très douce et paradoxalement très dans l'action, à vouloir cocher toutes les cases en permanence, à être très exigeante envers moi-même, c'est-à-dire vraiment essayer de tout cocher, maison impeccable, repas parfait, activités pour les enfants, pour tous mes enfants présentables, voilà, toujours bien coiffés. Mes filles, combien de fois le matin, quand elles étaient petites, je leur ai tiré la tête à vouloir leur faire des tresses africaines pour qu'elles soient coiffées impeccables. Et d'ailleurs, ça me fait beaucoup penser à ce que faisait ma maman avec nous, ses filles, quand on était petites. Quoi d'autre? Ouais, en permanence... la barre très haut, en fait, me mettre la barre assez haut, et très exigeante aussi avec mes enfants, et notamment mes filles, puisque mon petit dernier, donc qui est un garçon, a quand même bénéficié de l'après, l'après-cheminement, l'après-prise de conscience, l'après-remise en question. Et donc, c'est mes filles, beaucoup, qui ont eu droit à la maman exigence plus. Mon mari, alors je dis souvent mon mari, en réalité, on n'est pas mariés, mais on est ensemble depuis bientôt 20 ans maintenant, et nous avons 3 enfants ensemble. Donc voilà, pour le raccourci, je dis mon mari. Je suis en train de parler et je vois juste, donc je suis dans ma chambre et j'ai une baie vitrée en fait. Et là, dans mon angle, si vous me voyez en vidéo, vous voyez que je suis dans le coin de mon lit. Et dans mon angle, je vois mon fils et son cousin. Ils ont créé une espèce de cabane avec des cartons qu'on a récupérés chez notre fromager. Et vous allez peut-être entendre leurs petites voix parce qu'ils sont en pleine exploration, en pleine imagination de ce qu'ils font avec leur cabane. Et d'ailleurs, ça a duré toute la journée. Je trouve ça extraordinaire. Enfin, moi, quand je les observe, je me dis, mon Dieu, mais quelle imagination, et c'est beau. J'aime. J'allais dire, je suis un peu rigide. Les écrans, c'est avec parcimonie dans ma famille. Et du coup, je sais pas, je trouve ça formidable de voir que, au départ, ils râlent, parce que c'est les vacances. Maman, les écrans, on n'a pas fait notre temps calme, on veut nos écrans, etc. Donc, à un moment donné, ils vont avoir des écrans, puisque c'est le deal pendant les vacances. Mais là, pour l'instant, j'ai résisté et ils ont fait tout sauf des écrans. Et de les voir imaginer, créer, prendre des trucs, colorier, je trouve ça formidable. Et en fait, ça me prouve à chaque fois que oui, on fait bien quand même de résister. Je veux pas fonctionner non plus de manière binaire, parce qu'il y a des moments où on n'a pas d'énergie et on n'a pas envie qu'ils sortent tout, et qu'après on soit obligé de ranger avec eux, etc. Donc ça peut être très aussi reposant d'avoir ces moments où ils sont devant les écrans. Je me dis aussi que voilà, quand je vois ça, moi, ça me remplit de joie, ça m'émerveille. J'ai presque envie de retourner en enfance pour jouer avec eux. Si j'en reviens au sujet que j'avais envie de partager avec vous au départ, et que je fais un petit peu un flashback sur mon évolution en tant que maman, et du coup aussi l'évolution qu'il y a eu dans mon couple, puisque on avait un peu le même mode de fonctionnement avec mon mari. Puis on a cheminé, alors à une vitesse un peu différente au départ, mais on se rejoint maintenant, je pense, tu me diras chérie si t'écoutes l'épisode, mais on se rejoint maintenant sur notre façon de voir les choses et sur comment on a envie d'être en lien avec nos enfants, et comment on a réussi à sortir un peu de cette relation autoritaire où on est quand même s'il y a beaucoup d'amour, beaucoup dans le contrôle, beaucoup dans le c'est bien, c'est pas bien, tu fais comme je t'ai demandé parce que c'est moi qui décide. Cette relation où finalement les enfants obéissent, même s'il y a beaucoup d'amour, encore une fois, c'est pas la question, mais
Ce qu'on a vécu nous, enfants, on était en train de le reproduire avec nos enfants, jusqu'à ce que je fasse un pas de côté. J'ai envie de dire un pas de côté presque un peu forcé, parce que, pour vous raconter un peu ce qui s'est passé dans la fratrie de mes enfants, c'est que j'avais ma fille aînée, qui était assez facile, et c'est rigolo parce que c'est beaucoup un schéma que je retrouve chez les parents que j'accompagne. Là, je suis en train de vous dire ça, et en même temps, je me dis, non, il y a quand même quelques parents qui ont des aînés qui sont plus intenses que les seconds, mais j'ai l'impression que c'est un peu soit l'un soit l'autre. Alors je ne veux pas faire de généralité, en tout cas dans ce que j'ai observé dans les parents que j'ai accompagnés, c'est si l'aîné est plutôt calme, le second souvent a un tempérament un peu de feu. Et si l'aîné a un tempérament de feu, le second, on va souvent le trouver plus zen, plus cool, plus docile. Dans ma fratrie, ce qui s'est passé, c'est que l'aîné était très cool, très posé, très réfléchi, calme, et est arrivée ma seconde qui avait un tempérament plutôt intense, assez explosif. Alors il y a aussi eu des événements de vie qui font que probablement ce qui a été vécu au moment de sa naissance pour moi, pour mon conjoint, enfin notre famille élargie, etc. C'était il s'est passé des choses qui ont été douloureuses, compliquées, de la peine, etc. Donc ma grossesse, je l'ai vécue avec certaines choses qui ont été difficiles. Sa naissance également, c'était une période particulière, donc ça a été compliqué. Probablement aussi qu'il y a un peu de ça dans le tempérament, mais j'ai envie de dire, je pense quand même que c'est son tempérament de base, un tempérament intense. Moi, je l'appelle mon petit bonbon acidulé, mais un tempérament acidulé, voilà, plein de vie, besoin de bouger, beaucoup dans le corps, dans le mouvement. Ce qui a été difficile, qui m'a fait quand même cheminer, c'est que l'explosivité de mon second enfant nous a quand même mené à être en difficulté. Et à être beaucoup dans le reproche et dans l'incompréhension de ce tempérament et dans des mots régulièrement blessants à son égard, des comportements agressifs, parfois de la violence, je le dis souvent dans mes posts et aussi, je pense que j'en ai parlé aussi en podcast, mais il y a eu des périodes où c'était pas ok, on fonctionnait avec nos enfants, avec des gestes qui nous correspondaient pas, des mots qui nous correspondaient pas, mais c'était un peu des automatismes un peu plus forts que nous. On savait pas comment s'y prendre, comment réguler tout ça, et donc on était un peu en mode il faut qu'elle plie. On était arrivé un peu dans cet engrenage d'agressivité, de rejet, etc. Et de moments où moi je me rappelle, j'écrivais beaucoup à l'époque, enfin j'ai toujours beaucoup écrit, mais je remplissais des carnets où je disais j'en peux plus, j'ai besoin de retourner travailler, les week-ends sont horribles. En réalité, à ce moment-là, ce que je voulais, c'est qu'elle change. Moi, ce que je voulais, c'est qu'elle change pour que ce soit plus facile pour nous. Je voulais la transformer et j'étais allée voir à plusieurs reprises ostéo, j'avais vu des psys. Un jour, je suis allée chez un psy, chez une psy, qui m'a dit « Mais madame, votre fille n'a pas de problème en fait. Votre fille va très bien, je peux rien pour vous, rentrez chez vous. » Et moi, à l'époque, je m'étais dit « Mais c'est pas possible. Si je vais la voir, c'est qu'il y a un souci. Si je vais voir cette psy, c'est que je ressens une difficulté. Et elle est en train de me dire qu'elle n'a pas de problème, mais comment je vais faire? Que va devenir notre relation? Personne n'est capable de m'aider à la faire changer, à l'apaiser. » Et ce que j'avais pas compris à l'époque et que j'ai compris des années plus tard, c'est que pour qu'elle s'apaise, il fallait que je fasse différemment moi. Et effectivement, elle n'avait pas de problème. Tout allait très bien chez elle. C'est juste qu'elle activait des choses chez nous, par son indocilité, entre guillemets, des choses qui n'étaient pas acceptées chez nous quand on était enfant. Je pense que j'avais un peu le même profil que mon aîné, mais j'avais pas cette explosivité et je pense que j'étais une enfant facile. Mais par exemple, chez mes frères et sœurs, je reconnais beaucoup ma seconde chez certains de mes frères et sœurs. Et aujourd'hui, force est de constater que la relation avec mes parents pour ces frères et sœurs-là est compliquée toujours aujourd'hui à l'âge adulte. Tout ça pour dire que ça a planté une graine, la graine du changement. La graine du changement, elle a commencé là. Au départ, je me suis dit, elle doit être hypersensible. Et j'ai commencé à lire beaucoup sur l'hypersensibilité, etc. Et donc de là, je me suis dit, elle est hypersensible, je ne pourrais pas la changer. Donc j'étais déjà dans la démarche de je ne pourrais pas la changer, donc je dois l'accepter. Je dois l'accepter comme elle est. Je dis je, mais c'est nous, parce que c'est un travail que j'ai fait moi beaucoup en sous-marin de mon côté avec mes recherches, etc. Mais qu'à chaque fois j'ai ramené dans la famille et que j'ai partagé. Alors pas toujours de manière sereine, il y a eu des moments où c'était assez explosif, où voilà, ça a clashé, etc. Mais je ramenais à chaque fois ça, ce que j'avais pu comprendre, pour quand même le transmettre et que je sois pas seule à prendre conscience et à gérer tout ça. Mais j'étais de ce postulat-là, ok, elle a cette hypersensibilité et je dois l'accompagner. Mais j'étais toujours pas dans en fait c'est moi qui suis activée par ces fonctionnements parce que c'est quelque chose qui a été inacceptable. Un enfant qui a un tempérament, qui prend de la place, qui fait du bruit, etc.,
ça n'était pas convenable. Il fallait le mater, il fallait qu'il reste à sa place en fait. Ça, c'est quelque chose qui m'activait très très fort. De me dire que, entre guillemets, je pouvais me faire bouffer par un enfant. Parce que la peur profonde, c'était celle-ci, mais elle va nous bouffer. Ça, c'était un énorme bouton rouge pour moi, mais comme je parle à sa place, mais comme pour mon conjoint, parce que ce n'était pas acceptable dans nos familles respectives. Donc ça, c'était la première graine qui a été plantée. Et ensuite, je suis tombée enceinte de mon 3e enfant, 4 ans après la naissance de ma seconde. Donc. Et là, j'étais donc cette maman hyper exigeante qui voulait cocher toutes les cases. J'étais dans le tourbillon de la vie, du quotidien. Je travaillais à plein temps à l'époque, donc je travaillais en banque. J'avais très peu de soutien de mon entourage parce que voilà, chacun sa vie, etc. C'était compliqué, pas par mauvaise volonté, mais parce que voilà, dans mon entourage, peu de personnes disposées ou disponibles en tout cas à nous aider. Et ça, c'est très dur quand on est parent. Si vous êtes dans cette situation-là et que vous avez très peu de soutien ou vous êtes peu entouré, c'est difficile quand on travaille à plein temps, mari et femme. En tout cas, les 2 parents à plein temps. Les difficultés, je trouve, moi, on commençait très très fort à la naissance de mon 2e enfant. Et donc, 3e enfant, là clairement je me dis c'est pas possible, je vais pas pouvoir tenir. Mon mari avait son entreprise aussi, donc il n'était pas du tout disponible pour la famille. Enfin voilà, on a vécu une période, peut-être on redétaillera un jour dans un épisode conjoint, etc. Mais on a vécu une période où vraiment on était en mode survie tous les deux. Lui, il était à fond dans son entreprise. Moi, ma famille, c'était ma priorité, mais en même temps, j'avais mon travail à plein temps. Donc j'étais au four et au moulin en permanence. Voilà, il y a eu beaucoup d'incompréhension aussi dans notre couple à ce moment-là parce qu'on se sentait en fait seuls chacun de notre côté. On avait chacun nos difficultés et on se sentait isolés chacun de notre côté sans vraiment avoir de soutien extérieur. Et c'était dur, c'était une période vraiment dure de notre vie, mais que je pense, on est très 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 nombreux à ressentir. Peut-être que là, quand vous m'écoutez, vous vous dites « ouais, mais moi aussi » et que vous n'avez pas conscience d'à quel point ça peut laisser des traces si on n'en prend pas conscience, si on se dit pas « il faudrait peut-être faire différemment ». Moi, en tout cas, ma prise de conscience, c'est « ok, je tombe enceinte de mon 3e enfant, c'est ma limite ». Je ne pourrais pas continuer à ce rythme avec 3 enfants seuls à les gérer. Je pourrais pas, je n'y arriverai pas. Donc à ce moment-là, j'en ai discuté avec mon conjoint. Il a été convenu que je prenne du congé parental. J'ai continué à travailler à mi-temps pendant, je crois, les 3 premières années c'est quand même du congé parental parce que jusque-là, je travaillais à plein temps mon fils. C'était une période où d'un coup, j'avais beaucoup plus de temps pour ma famille et beaucoup plus de temps pour me poser et réfléchir à ce que je voulais et ce que je ne voulais plus. Il y a eu une grosse prise de conscience au moment du confinement. Je me suis dit, mais comment je vais faire donc pour survivre avec mes 3 enfants qui à l'époque, donc au confinement, si mon fils avait 2 ans, donc ma seconde avait 6 ans et donc mon aîné avait 10 ans, donc 3 enfants de 2, 6 et 10 ans, faire l'école à la maison, mon conjoint qui allait pas être disponible parce qu'il avait son entreprise. Comment je vais faire? Je vais mourir. Et à partir de là, je me suis dit, je sais pas exactement comment c'est venu, je sais pas vous dire exactement comment ça s'est passé dans ma tête, mais soit je le prends comme une punition et ça va très mal se passer parce que je me connais, je vais être dans la tourmente négative et je vais pas y arriver, soit je fais un pas de côté et je prends ça comme quelque chose, un temps suspendu et une occasion unique de ralentir avec mes enfants, d'être avec eux, etc. Je tiens à préciser que je suis une hyper privilégiée, et ça j'en avais pas hyper conscience non plus à l'époque, mais je vis en maison, j'ai un extérieur, on vit dans un endroit très privilégié par la météo qu'on a, on n'avait pas de problème financier, donc déjà il y avait beaucoup de conditions réunies pour que ça se passe bien. Et ce switch de me dire que j'avais pas envie de me positionner dans la spirale négative et je me suis dit je me mets dans ma bulle avec mes enfants. Alors déjà j'ai fait quelque chose qui je pense m'a beaucoup aidé au niveau santé mentale, c'est que je me suis un peu coupée des informations extérieures, j'ai essayé de pas trop écouter les médias, etc. Et à partir de là en fait j'ai mis plein de choses en place. J'ai commencé en fait à partager sur Instagram et je pense quand même que ça m'a un peu, mine de rien, ça fait partie des choses qui m'ont quand même aidée. Parce que j'ai commencé à faire, je sais pas, de la cuisine avec mes enfants, puis je filmais un peu. À l'époque, je mettais mes enfants sur les réseaux, chose qu'aujourd'hui, je vois, j'ai le recul maintenant qui est nécessaire, qui me fait dire que c'est plus quelque chose qui est ok pour moi. Mais voilà, je faisais des activités avec eux, etc. Je partageais un peu. Et le fait de me sentir un peu utile à la fois dans leur vie à eux, parce que très proche d'eux, à cette époque-là, du coup, j'ai fait énormément d'activités avec eux. Je leur ai appris beaucoup de choses. Enfin, en tout cas, on s'est beaucoup enrichi de notre proximité. Je vous avoue que j'ai vraiment
pas du tout focalisée sur le travail scolaire. Spontanément, je sais pas si spontanément, mais volontairement, je me suis dit, je vais pas les embêter avec les devoirs, on fera vraiment le strict minimum et puis tout le reste, on va être ensemble, on va manipuler, on va faire de la cuisine, on va faire des activités et je sais pas si en fait, je vous dis ça maintenant avec le recul, mais est-ce que je me suis dit ça fera le job? Peut-être pas, mais en tout cas, c'est comme ça que j'ai fonctionné. Donc, pendant cette période-là aussi, je me suis énormément renseignée sur la parentalité, la psychologie. J'ai pas mal lu aussi. Alors, parce qu'à l'époque, je lisais déjà sur le féminisme, j'écoutais déjà des podcasts sur le féminisme, je sais plus. C'est peut-être venu après. Je sais que j'avais écouté un épisode de La Matrescence que vous connaissez probablement, le podcast La Matrescence qui m'avait marqué. C'était un épisode de Daniel Guéguin. J'avais trouvé ça incroyable. J'avais lu des livres aussi. J'avais lu les livres d'Isabelle Filiosa. Je m'étais mise à faire de la méditation parce que besoin aussi d'avoir un moment pendant les siestes de mon fils. Je me rappelle, je m'allongeais à côté de lui sur son matelas et il avait un lit au sol à l'époque et voilà, pendant qu'il dormait, moi je me faisais des séances de méditation comme ça de quelques minutes, une dizaine de minutes. Je me suis vraiment dit, profite ce moment-là où tu vas vraiment pas du tout travailler ou très peu pour être près d'eux et avec eux. C'est ce qui s'est passé. On a passé un confinement juste extraordinaire. Ça a fait beaucoup de bien à notre famille. Alors quand je dis notre famille, c'est que ça a fait beaucoup de bien à mes enfants et moi. Et à l'époque, c'était encore compliqué avec mon conjoint. Mais bon, voilà, je n'entrerai pas dans les détails non plus ici. Peut-être un jour, on en rediscutera, pas pour parler de moi, mais pour parler du fait que c'est compliqué d'avoir des enfants et continuer à être épanoui dans son couple. C'est challengeant. Tout ça pour dire que les découvertes que j'ai fait au sujet de la parentalité, les questions que je ne me suis pas posées quand j'étais jeune maman, j'étais juste dans la reproduction un peu de ce que j'avais vécu, en modernisant quand même, il y avait des choses que j'avais pas envie de reproduire comme avaient fait mes parents avec moi, mais ce truc de on obéit, c'est moi qui décide, tu vas au coin, enfin voilà, toutes ces choses-là qui abîmaient le lien en fait. Eh bien, à ce moment-là, je me suis beaucoup intéressée à comment faire différemment. J'avais déjà commencé à la naissance de mon fils grâce à ma belle-sœur qui se reconnaîtra, qui est infirmière puéricultrice, mais qui s'intéressait à tous ces sujets. C'est elle qui m'a parlé de la DME, vous savez, la diversification menée par l'enfant, la langue des signes. Alors, je sais plus si c'est elle qui m'avait parlé de la langue des signes pour les enfants, mais bon, en tout cas, je sais que le fait qu'on ait eu nos garçons en même temps, que j'échange beaucoup avec elle et que j'ai plus de disponibilité émotionnelle, cérébrale, parce que j'avais ralenti au niveau du travail, etc. Ça m'a beaucoup nourrie aussi. Donc quand je la vois, je la remercie souvent, mais si tu passes par là, Sido, tu sauras que tu fais partie du cheminement que j'ai eu. Et donc, si je vous parle des résultats, parce que c'est ça qui est intéressant, ma façon d'accompagner les parents, c'est en lien, c'est en m'appuyant sur la théorie de l'attachement, c'est en m'appuyant sur la thérapie des schémas, comprendre que tout ce qui s'est passé en gros dans l'enfance, ce sont des choses qui sont profondément ancrées en nous et que l'on va reproduire ou pas. On a nos boutons rouges, on a nos difficultés, nos blessures, etc. Et que quand on devient parent, nos enfants, sans faire exprès, vont nous activer, ils vont appuyer sur nos boutons rouges, ils vont nous challenger. On a plusieurs possibilités. Soit on fait comme moi au début, on s'en rend pas compte et on tombe, on saute à pieds joints dans nos failles. Et puis si on a des enfants qui sont très dociles, on va peut-être pas avoir de difficultés et puis on va reproduire. Peut-être que nos enfants auront un peu les mêmes blessures que nous et on est un peu dans une reproduction de schéma. Si on a des enfants qui sont pas dociles, on peut avoir tendance à pas être du tout content de nous parce que on use de choses qui sont pas ok pour nous. J'imagine que les parents n'aiment pas particulièrement user de mots blessants, de entre guillemets violence envers leurs enfants, etc. Mais tant qu'on n'a pas compris que tout ça, ça vient juste de l'attachement. Je vais pas rentrer dans le détail parce que je ferai probablement un épisode dédié à ce qu'est l'attachement et les schémas qu'on peut engranger quand on est petit dans le lien à nos parents. Mais si j'en reviens à ce que je voulais dire au départ, c'est que je pense profondément que si je n'avais pas changé de posture avec mes enfants, je les aurais aimés, ça ne change rien à l'amour que je leur ai porté. Je pense que quoi qu'il en soit, ils m'auraient aimé parce que les enfants sont fidèles et nous aiment d'un amour inconditionnel et nous pardonnent beaucoup de choses à leurs parents. En revanche, je pense qu'ils auraient été insécures et je pense surtout que
il y aurait eu quelque chose de difficile dans le lien, un peu comme ce qu'on peut ressentir avec nos parents quand on est adulte, peut-être ça va vous parler, mais nos parents on les aime, on sait qu'ils nous aiment, mais il y a des choses qui peuvent être compliquées dans le lien, on peut ne pas se sentir compris, on peut parfois se sentir jugé par nos parents, on peut se dire qu'on veut les protéger parce qu'ils pourraient pas comprendre certaines choses, ou ne pas être entièrement soi-même, peut-être même porter parfois un masque avec nos propres parents, parce qu'on se sent pas totalement en sécurité dans la relation. Voilà ce que j'ai à vous dire. C'est un peu mon parcours comme ça, livré de but en blanc. Je sais même pas si je vais sortir l'épisode, peut-être que c'est complètement inaudible, trop d'hésitation. Enfin, je sais pas ce que ça va donner, je vais le réécouter et je verrai. Si vous l'entendez, c'est que j'ai décidé de le sortir. J'ai un peu peur que ce soit un peu trop intime. J'aimerais pas que mes proches soient blessés, parce que j'ai peut-être un peu parlé aussi de mon entourage. Il y a vraiment zéro sentiment et beaucoup d'amour et de tendresse pour toute ma famille, mes parents, etc. Mais bon, c'est sorti comme c'est sorti. Ce que je veux vous faire retenir surtout, c'est que si vous sentez que vous aimez vos enfants plus que tout, mais que vous n'êtes pas dans le lien que vous aimeriez avoir avec eux, peut-être que vous avez un de vos enfants que vous supportez pas et ça vous rend triste, parce que c'est pas une question d'amour, c'est une question de blessures, de boutons rouges, vous n'avez pas envie de blesser davantage le lien, ou que simplement vous sentez que c'est difficile au quotidien, que vous passez votre temps à crier, que vous êtes un dragon, que vous savez pas trop comment vous dépêtrer de ça. Bon, mes épisodes vont beaucoup vous aider, parce que je vais parler de ça pendant toute la durée du podcast. C'est vraiment ça que j'ai à cœur de partager avec vous. Et ne restez pas seul avec ça. Il y a plein de façons de changer. Donc, écouter des épisodes, suivre des posts sur Insta. Alors moi, je mets un bémol sur ça, même si voilà, je vous invite bien sûr à découvrir mes posts, etc. Mais Insta, c'est difficile parce que c'est très bref, très court, et puis on doit dire plein de choses en peu de temps. C'est pour ça que j'aime bien le podcast. Parfois, ça peut être culpabilisant parce qu'on n'enrobe pas, enfin on dit l'essentiel, et on se dit, et puis les parents peuvent se dire, mais j'arriverai jamais en fait à faire tout ça. Moi, je pars de tellement loin. Moi, je vous le dis, je pars de tellement loin, et je suis tellement fière de la maman que je suis aujourd'hui, mais je suis tellement pas parfaite, mais c'est tellement ok, pardon, je dis beaucoup, tellement, mais parce que je sais, j'ai conscience de tout. Alors de tout, non, pas de tout, mais j'ai conscience de beaucoup de choses, de comment je fonctionne. Mes enfants sont formidables, savent me dire, alors ils sont formidables, c'est mes enfants, je suis pas très objective, mais je sais pas, c'est beau ce qui se passe dans ma famille, et c'est tout sauf parfait, mais je suis très très épanouie et je ne culpabilise plus. Ça, c'est un truc de fou aussi, c'est-à-dire que je passais ma vie à culpabiliser. Je me rappelle, j'allais courir le mercredi matin ou le samedi matin à l'époque quand ma seconde était petite, et je ruminais, je me refaisais le film de comment je lui avais hurlé dessus, et j'ai été terrible, et je ruminais ça, et je passais des moments de course à pied à ruminer, à culpabiliser, à être pas fière de moi, à me dire que j'étais une mauvaise maman, à me dire que je la supportais plus, à me dire que tout un tas de choses terribles, ça ne m'arrive plus. Donc ça veut pas dire que je crie plus jamais, Ça veut juste dire que déjà, ça arrive très peu souvent. Et surtout, quand ça arrive, je sais, c'est jamais leur faute en fait. C'est toujours, je le dis souvent, et c'est dur à comprendre au départ. Moi, ça c'est une notion que j'avais du mal à assimiler, mais nos émotions nous appartiennent. Quand on s'est mis dans une colère terrible envers nos enfants, si on décortique, si on refait le film, on se rend compte que ce qu'on a ressenti, c'est pas tant lié à leur comportement que à ce que ça a activé chez nous. Et ça, c'est pas hyper simple à comprendre, c'est ce que aussi je fais comprendre en accompagnement, mais quand on a compris ça, je vous le dis, c'est magique, parce que en fait, on ne culpabilise plus. J'ai ma chienne qui s'énerve. Je pense qu'il y a un des enfants qui est en train de l'embêter. Il y a aussi un super pouvoir qui est énorme, c'est apprendre à réparer. Et ça aussi, c'est pas facile. J'en parlais encore avec une de mes clientes par vocal. Réparer, c'est pas juste s'excuser. Réparer, je ferai peut-être un épisode aussi en entier dessus, parce que c'est hyper important, et c'est ça qui fait que le lien reste intact, voire se renforce, voire se répare quand il a été abîmé. Voilà, épisode dans tous les sens, on verra ce que ça donne. Je vous remercie en tout cas pour vos écoutes fidèles, et n'hésitez pas à me faire un retour par rapport à tout ce que je dis. Si vous vous reconnaissez, venez sur Insta pour me parler. Vous pouvez aussi me mettre des commentaires sur votre plateforme d'écoute habituelle. Alors je sais que sur Spotify on peut mettre des commentaires facilement, sur YouTube aussi.
Sur Apple Podcast aussi, on peut. Après, je sais pas sur les autres plateformes. Mais voilà, sinon, si vous trouvez pas comment faire sur la plateforme d'écoute, vous venez sur mon compte Insta, vous m'envoyez un DM ou un petit commentaire sous un de mes posts et vous me dites comment c'est pour vous. Est-ce que ça résonne? Est-ce que ça vous donne envie de fonctionner différemment? N'hésitez pas, j'adore échanger avec vous et je vous dis à dans 2 semaines, je croise les doigts, pour le 7e épisode du podcast En Lien.